Donc, on va commencer dans quelques minutes. Encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas de caméra, donc je ne peux pas activer les caméras, mais bon, c'est pas vraiment plus mal. Je vous, donc, bonjour et bienvenue à l'atelier de la CCP. D'abord, j'aimerais rappeler que l'atelier est enregistré. Également, l'interprétation aussi est enregistrée. Donc, toutes les interventions directes peuvent être faites avec le microphone de votre ordinateur ou par l'outil de clavardage, c'est ce qui vous convient le mieux. Pour les francophones, si vous prenez la parole, pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen, ou si vous préférez, un débit qui n'est pas trop rapide. Vous avez compris qu'il y a un interprète, donc les francophones peuvent s'adresser en français, il n'y a pas de problème. L'interprète assure la diffusion en anglais. Et puis j'aimerais remercier notre commanditaire SVIE Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA. Alors, cette 9e série d'ateliers porte sur le thème Conception pédagogique et approche décolonisante. Ce thème veut explorer toutes les méthodes et les outils nécessaires pour soutenir l'inclusion. Il se veut une fenêtre d'observation sur les pratiques développées par les concepteurs et les conceptrices pédagogiques pour faciliter l'intégration des mesures EDI, c'est-à-dire équité, diversité, inclusion, et ou DRA, décolonisation, réconciliation, autochtonisation. Également, ce thème large peut aborder, entre autres, certaines mesures issues de la conception universelle d'apprentissage. D'une durée d'environ 15 minutes chacune, les présentations vont être suivies d'une période de questions de plus ou moins 30 minutes. Alors d'abord, Adrienne Shilibekova va aborder le thème « La pédagogie universelle en enseignement supérieur, point de vue d'une conceptrice pédagogique ». Après une période de questions d'environ 30 minutes, Madame Sivan Hirsch présentera le deuxième thème « Penser les postures et pratiques enseignantes dans l'enseignement sur les génocides à l'école ». Alors d'abord, Madame Shilibekova, ex-directrice fondatrice du Centre d'excellence en enseignement de l'University Canada West à Vancouver. Madame Adrienne Shilibekova, PhD, est professeure dans le programme de maîtrise en administration des affaires, MBA, de cette université. Elle poursuit des études de doctorat, son deuxième, en technopédagogie et en conception pédagogique à l'université Simon Fraser. Son travail porte sur l'apprentissage inclusif dans les cours en ligne. Madame Shilibekova est présidente de l'Association canadienne des concepteurs et conceptrices pédagogiques pour l'exercice 2021-2022. Je laisse donc maintenant la parole à Madame Shilibekova. Bonjour, merci Carole. Très gentil. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome and thank you for joining me today. Let me share my screen. Oh, sorry. My presentation. Okay. I hope you can see that, sorry. Well, first of all, thank you everyone for joining me and us today. Actually, I believe it's our very first meeting as members and larger community of instructional designers for the workshop of this association. And Happy New Year, Happy Lunar New Year. And I think it goes till March, right? When we celebrate Persian New Year. So there is so much diversity already in celebrations of New Year. So wish you all the best. And I hope you had the great start to the new year.
Before I start, let me quickly acknowledge that I'm gratefully joining this workshop today from the unceded and traditional territories of the Semiahmoo First Nations here in White Rock in British Columbia. I will be speaking of inclusivity and diversity as a large context, right? And the whole topic is actually so broad, and I do not claim and have no ambition to squeeze everything in next 15, 20, maybe 30 minutes. However, I want to highlight some of my insights as an instructional designer. And before I go on, I just wanted to mention also that both diversity and inclusivity are also values of our association. And this is what I acknowledge as being a newcomer to Canada and joining this welcoming community here at Canadian Association of Instructional Designers that I'm grateful for, and also accommodating and welcoming diverse members with different backgrounds, right? So this is, I think, what our association is also translate through our own activities. So today, before I start, I quickly want to challenge you to think a bit. Before we Google, just out of whatever you could estimate, how many people in the world speak English today, do you think? Being myself non-native speaker of English, I think the language is one of the actually those key and changing dynamics in the classrooms that we have today and in higher education. If you could share in the chat your estimates. Merci, Carole. 600 million. Juliette, merci. 70% of population, you mean, in the world? Yeah, and of course, I appreciate that we have so much diversity. Being myself a speaker of 7 languages, I love this diversity, but then we have English as today means of global communication. Brigitte, 50%, Alexander, a lot. Yeah, quite strategic answer. Thank you so much. 800 million. Thank you for your guesses. Actually, here it comes. According to these latest statistics from 2020, I believe, 2021, 1.5 billion people in the world speak English, and only 378 of them are native speakers. So, and there is a number of people beyond that, right? At 1.5 billion who even do not speak English. So when we think of the even diversity in terms of the languages we have and their representation, I want to share some more data. So according to World Health Organization, in 2021, we have 281 million of international migrants, which means 1 in every 30 people around the world are migrants. 5.3 million international students, according to UNESCO in 2017. It was, of course, in pre-pandemics, and that dynamics is could be slightly different today, as we understand. And Canada being the second after Australia largest actual recipient of international students in higher education institutions with almost 23.6%, also has enormous experience and enormous knowledge in sharing with the world about accommodating the needs of those international students. And finally, 1.8 billion youth between ages 10 and 24, according to United Nations Population Fund, which also gives us some kind of a sense of how actually global dynamics of age groups could be changing in the next decade. And actually, oops, sorry. All this data helps us to think of language
at this, I mean, based on those numbers that I provided, like language, ethnicity, and age, but they're not the only changing dynamics in demographics of today's world. So we see World Health Organization also identified last year over 1 billion disabled people around the world. And these are, of course, all kinds of disability. And it is not a number that is in addition to those previous numbers I showed in the previous slides. So some of them are overlapping, right? We have disabled people who are migrants, who are international students, maybe not very limited number, but still we have, and also those people who are entering workforce today with all different disabilities, cognitive, in addition to other physical ones, right? So, and the reason I shared this is what do these data indicate to us as instructional designers? Today's my presentation and this workshop, I based on 2 of my ongoing research projects at the moment. As one of them is with Simon Fraser University under the guidance of Professor Dr. Robert Williamson. This project is funded by SSHRC, those who are beyond higher education domain. It's Social Science and Humanities Research Council of Canada. For the next 3 years, we are actually researching, studying the inclusive education for displaced refugee children with disabilities or special needs. And we do cross-country analysis in 3 countries, including Canada, around the world. So, and this project is actually still ongoing. So some of the insights I gained from this as instructional designer, of course, are preliminary findings. And hopefully, when it is over, we will get more sufficient data of how instructional design can help inclusivity for displaced people with disabilities, children with disabilities. And second research is actually part of my work at the University of Canada West, where I was founding director of the Center for Teaching Excellence. We conducted some interviews with faculty members and instructional designers who worked together and looked into the barriers and challenges of adapting universal design for learning strategies. So far, there are not many studies before 2020 examining these underlying issues that actually impact the adoption of UDL strategies by instructional faculty. So more research is needed to address this gap. Overall, this is kind of the premises of how I found that those insights already could be sufficient to share with you today. What is universal design in higher education, how it is perceived today, what are those frameworks, and how they actually do challenge us as instructional designers. And these data that I showed earlier give some signals about the human composition of businesses, institutions, schools, healthcare agencies, workplaces, and learning environments that are constantly changing. And to include those interactions between people with various perspectives, backgrounds, needs, experiences, cultural, language, age, gender, values, sexual orientation, social status, in addition to their individual special needs or disabilities. So in reality, actually, there is more to explore, of course, about how increasingly these different learners will be entering our classrooms and how diversity impacts the way people learn, and research still continues. But today we see that in reality, actually, there have been people in higher education who studied these issues and thought about them for years. It's not something new. It's just becoming more mainstream now, especially after these 2020 riots in the United States with Black Lives Matters and some following
actually events around the world as well. So the floodgates opened and people started realizing that we have an issue, and not only in higher education, but also across different industries. But the undeniable fact today is that higher education is more diverse than ever before, and diversity is one of those rapidly expanding concepts across many industries. And we see today many job postings where managers, specialists, advisors are hired for equity, inclusivity, inclusion, diversity, equality, etc. So making actually progress on that those issues, it's not just inviting people from marginalized communities or appointing people from different backgrounds, right? It requires careful consideration of the purpose of overall higher education, and there are some substantial research groups are working in Europe, in North America these days. And but universities as institutions, they also challenge this concept. So with accrediting agencies and strategic plans broadening their expectations, today universities looking beyond just learning outcomes that we usually think of when we talk about programs, right? Educational programs we start, so beyond PLOs and CLOs, but also we become more concerned about students' well-being, students' access to technology, and also retention in uncertain economic times during this crisis, severe crisis in some parts of the world. So definitely something to consider if we think of international education. So I work for this university where almost 99% of my students in classroom are international, and 70% of our faculty members and staff are international. So my view, and I assume most of the view of my colleagues of diversity, has been shaped by learning from our personal experiences at work, in school, during social interactions, and many other settings. So as an instructional designer, I believe that diversity is always a concept that should be at the heart of our work and our minds while we put our efforts to contribute to learning communities we work for or serve to. Because we can address that reality by creating instruction with design considerations that more adequately incorporate diversity and help instructors and faculty members in higher education, and I'm talking specifically about this context today, to adapt those strategies. So, universal design. I will not be, of course, like theoretizing much today, as I want to focus on my takeaways and insights as instructional designer. But I want to give a quick overview of universal design concept itself and those educational frameworks that actually derived from that. I want to actually, in a comparative way, to demonstrate some differences and similarities of these three approaches that I will be discussing. So universal design as a concept originated from the field of architecture that most of you might know already. Of course, as a concept, it's applicable to a number of disciplines, products, locations, including communications and information technology. In terms of education, we will see some also applications later on. Just to mention that the main premise of universal design involves this anticipation and planning for varied requirements of possible users in the design process for the purpose of developing a product or outcome that will be beneficial to the needs of all users, with or without special needs or disabilities. The Center for Universal Design at North Carolina State University developed actually the principles, they, based on that, developed a number of principles and approaches to universal design and how to adapt it to
higher education area. Here are some of here are the 7 basic principles of universal design as it is seen in architectural or physical context. Right, I will not be looking into them much in detail again for the sake of time. It might be familiar to everyone as we use sidewalks. We might be using in the shopping malls when we go to the washroom, and there is this automated toilet or automated water usage, right? So this is where we can see the principles of universal design, where they might be developed for people with disabilities, but they're also beneficial for those who don't have disabilities, right? So, and it accommodates needs of everyone who uses that. So far, universal design is not about being being one fit for all. It's one of the myths or misconceptions of universal design, and we'll see that in more details when we'll be looking into those educational frameworks we use. Just to mention that Ronald Mace was an architect who is actually widely credited for his contribution and popularization of universal design, defined this concept as you see on your slide. But for those who might be just listening, I would like to read as a common sense approach to making everything we design and produce usable by everyone to the greatest extent possible. So universal design is a sort of a plan of action that fully appreciates diversity, equality, and inclusion. So within universal design, there is also a process, as well as those principles I've showed earlier. The process of universal design would involve these 8 steps, as you see. And this is actually those, in addition to those 7 principles, basic 8 steps of the process of universal design that is applied across different disciplines or different spheres, including education. But in the recent years, the concept of universal design has evolved to actually emphasize or focus and has been expanded to actually K-20 educational environments through the development of adapted frameworks such as universal design for learning, universal instructional design, universal design for instruction. So under this umbrella of universal design, there are these 3 design approaches. But does it mean that those approaches are equal universal design and the principles? Of course not. So we see that really flexible adaptation of some of the principles of universal design in different settings in K-12, secondary, and post-secondary context. Quickly to mention what we mean before I provide you with some comparative table of all 3 approaches. So overall, universal design learning focuses on minimizing barriers in the first place, right? Through implementing designs from the beginning that address the needs of diverse people, rather than just making accommodation of individual adaptations, right? So it's like instead of accommodating this, what we mean by differentiated instruction, accommodating each learner's needs. It already includes some principles of universal design from the beginning, so it addresses the needs of diverse users. Universal design for learning is at its core is defined as a teaching approach that works to address and accommodate the needs and abilities of all learners and eliminates unnecessary hurdles in the learning process. So in simple words, it would be developing a flexible learning environment where information is presented in multiple ways.
students engage in learning in a variety of ways, and they are provided options when demonstrating their learning. This UDL approach has been popularized, developed the guidelines by the Center of Applied Special Technology, is a non-profit also educational organization, CAST. UDL is widely known and utilized especially in K-12 educational context. And rather than just a single practice of or method, it is rather a framework based around the what, how, and why of learning. So according to CAST, there are 3 principles that guide educators to provide multiple means of representation, what learners access to gain understanding or information, action and expression, how learners demonstrate their understanding of the content, and engagement, why the learner engages in the learning process. Though UDL can be applicable across educational settings, universal design for instruction and universal instructional design, there are 2 different frameworks that actually evolved from the universal design itself and universal design for learning. So here, universal design for instruction was developed by a group of scholars, of researchers, McGuire, Scott, and Scholl, by adapting universal design specifically to promote inclusive teaching practices in higher education by instructors and faculty members. So they actually use the same 7 principles as a universal design I showed earlier, like flexibility in use, low physical effort, but adjusted the definitions to focus on instruction and added 2 additional principles, like a community of learners and instructional climate. I will be showing them overall in a comparative table just in a couple of minutes. While the initial 7 principles of universal design that I showed earlier focus more on the flexibility and design, like in universal design of learning and design of the instruction, the last 2 principles ensure that students remain engaged. And we know, especially with our shift to online education today, online learning settings and online learning environments, engagement is one of the key principles of student retention. So UID, the Universal Design of Instruction framework, has been widely used in both K-12 and post-secondary. And this is probably what distinguishes it immediately at first sight. But at the same time, it focuses more on how we design instruction itself, right? Through different delivery methods, interaction, how we consider class climate, physical environments as well, product, feedback being assessed. So UDI here also we see challenges the instructor to go beyond just compliance and from being reactive rather to be proactive. So this how to apply UDI, instructors should usually consider the potential variation in individual skills, learning styles and preferences, age, gender, and all those aspects of inclusive education that we mentioned today earlier. And finally, universal instructional design. Instructional design is very much also close to universal design in that its general goal to anticipate and plan for persons' diverse needs. In our case, it's students, including students with disabilities and without disabilities. So the difference between the universal design for instruction, the previous one, that UID, universal instructional design, is more expanded and developed and applied beyond just that focus on students' disabilities or special needs. So it's more encompasses a broader group
audience or broader group of students. So UID as a practice is designed to provide all students with a better learning experience, not only focusing on those with special needs, but rather while facilitating and delivering the instruction and using some additional supplementary materials, designing them, also incorporating increased sense of equity here. So these beliefs actually comes from the notion that by creating instructional design suited for all students, there is less of a need for individual accommodations, which saves the instructor time and possibly also reduces some kind of stigma surrounding the request for special accommodations. So all of these three approaches, they have their own principles that they, or guidelines as well, in addition, that they facilitate instructors and instructional designers to adapt their practices, to adapt those universal design strategies to their practices and to their work. So as we see in this table, 7 principles of universal instructional design. They're also based on 7 principles of universal design, and this is probably the closest one to the initial principles of universal design. And while UDL is focusing more on it's not the same as universal design principles and focusing more of using multiple means for, as we mentioned, presentation, action, expression, and engagement. And finally, the principles, those 7 and plus 2 more principles of universal design for instruction, they focus on predominantly founded on those principles, but are more extensive in terms of educating students with disabilities. So, and it's actually more connected to universal design of learning. So here, overall, we can see that they are overlapping, and it's a bit maybe confusing. So to simplify some of the actually differences between all 3 approaches, even though it's kind of oversimplification and academically thinking. Of course, we can go beyond and look into more detailed overlapping between those different principles used for each of these framework. But just in since today's workshop I intended as to make to deliver as an overview of these 3 approaches, I simplified them to these statements. So universal instructional design is best suited for teaching and learning in higher education post-secondary environment, and it is accommodates and includes and plans for students with and without disabilities, so for all. While universal design for learning, widely known and utilized, started with in secondary educational context, but also now more and more applied in higher education. And actually, as a buzzword, we hear more of universal design of learning than the other 2 approaches. It also use course design, if we look into that from the instructional design perspective, from the alternative angle, where they focus on neuroscience of learning, of how we learn, what we learn, and why we learn. And universal design for instruction, it could be applied in both, and also has consideration for educating students with disabilities, focusing on special needs, on diverse needs, and is tightly connected with the principles of UDL as well. So just to come to the main, my key insights as an instructional designer. You apply. Sorry, I know it's time. sorry.
Yeah, well, there's almost time because will not be Just much three more slides. discussion. 3 more slides. Yes, sorry. So 3 more slides, just key insights, and I will not be reading all of them. That first of all these frameworks are complementary and they are not contradictory, and it depends. Like it's when as instructional designers we decide which instructional design model we want to use, ADDIE-SAM or Pebble in the Pond, etc., and how we can and which actually framework we use and what is our intention and what are the needs of our audience. Also, instructional designers can proactively develop their instructional content, and regardless of disability or special needs they have, we can use any of these frameworks in our work. And our observation from classroom in the project, this ongoing project that I mentioned, in helping faculty members to adopt those strategies, it is advised now that universal design framework is better to be implemented in the very beginning rather than just tweaking and somehow adjusting or adapting it at later stage. And partnership of instructional designer and instructors is a critical element, part of successful integration of any of those frameworks in real world, right? So these are kind of 4 main insights I wanted to share with you based on those 3 different approaches. To explore more, I would like to recommend this, one of the latest, very enriched internationally with articles from our colleagues around the world, universal access through inclusive instructional design, and interesting perspectives and snapshots from best practices around the world. Thank you so much, and sorry for taking up a bit more time than was expected. Yeah, questions, please. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Vous pouvez prendre directement la parole en utilisant votre microphone ou évidemment présenter votre commentaire dans le clavardage. On va attendre un peu que les personnes se manifestent. Je vois pas très bien ici, mon écran est très petit. On dit présentation très intéressante. Merci. Very nice presentation. Thank you. Carole, tu as levé la main. Vas-y, tu peux prendre la parole directement. Can you hear me? Yes, I can hear you now, I think. Mm-hmm. A little specific question here. I'm working for on phys ed modules for children aged 6 to 12. What would you recommend to make an online phys ed course inclusive? Mm-hmm. Yeah, thank you so much for your question and for your participation today. Well, definitely different group ages and different settings, like pre-K, K-12, and post-secondary would require some more flexible approach to using those inclusivity. But in terms of practice, we had this workshop with pre-K and elementary school teachers where we were discussing actually what are the barriers. So instead of looking into what we could include, first to analyze those needs, and actually it also correlates with what as instructional designers we start with, right? Identifying those needs. So in terms of inclusivity, every group and every age of children would be kind of have some psychological, physical, and other different, of course, needs and peculiarities, characteristics to consider first.
Here, in terms of inclusivity, when we say that it's not just accommodating every single child needs, but rather when we design an activity where we know there could be some children who are high achievers, they are very quick, some are very slow. So when we design to always run through that checklist of this is what we actually experimented with, run through that checklist of universal design principles, and we are not obliged to use every single of them, of course. So some activities could be pairing up students where they could kind of complement each other's needs, right? When we look today, especially when we look today into the education as not only transfer of knowledge, but also building up additional skills as socializing, etc. So designing the activity where children might be performing it without being expected to get the standard, having that individual ways of being assessed, even though we do not, of course, grade them, but as educators, we look into their needs, right? So first of creating this safe learning environment where children could be have their own choice in the first place, but at the same time directing them in the way of where they could use different channels of and getting the information and performing the task. So that inclusivity, of course, I mean, we could go, there are a number of different strategies with activities already, and please reach out to me, or I can, if I'm sure I can find your email, I can send those kind of a set of already pre-designed kind of activities for different age of groups based on inclusivity, and I will be happy to do so. But as I said, the very first start would be, of course, that overlaps as an instructional designer with understanding those needs, but creating where children themselves have a chance to interact and choose their partners. So, or having an option to do the task on their own. So in our experiment, working with these pre-K teachers in one of the Asian countries, actually that form of freedom, if you will, provided first natural dynamics in the group where if there is an interest in activity, without pushing, other children will already finding the way how to join. So this is the first thing that comes to me as an example. But as I said, if you reach out to me, or I will be happy to provide additional resources on that. Pre-K is not, elementary school is not my focus, but as I said, I had some limited experience with that. I will be happy to share everything I have. Thank you. Sorry, some remnants of Omicron had still going on. Alors, on a le temps pour encore quelques questions. Je ne dis pas, vous pouvez prendre la parole directement ou, comme je l'ai dit, présenter une question au clavardage. Ça peut être un commentaire ou ça peut être aussi votre expérience, ce que vous avez comme expérience dans le domaine. C'est intéressant de voir ce que tout le monde, comment les gens fonctionnent avec ça. On utilise ces principes de plus en plus maintenant. Est-ce que c'est déjà implanté chez vous? Est-ce que vous êtes en train de l'implanter? Comment ça se passe? C'est toujours intéressant de partager ce genre d'informations.
Alors, il me semble qu'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions. On pourra toujours y revenir un peu plus tard. Je suis certaine que... Oui, OK, OK. Alexandre Debout, which of the three approach would be best suited for a student who can't read or write? You got it? Yes. Thank you so much, Alexander. Adrian? Definitely. Also good question. You mean in a foreign language or at all? Because that also would change kind of the approach we would choose, depending again on the age and the needs. But in higher education, when students, especially international students, they just start language learning, and this is what we usually think of as faculty members. That's probably number one concern, whether our students can understand us, read and write well in English enough. Even though there are some admission limitations, there are sometimes students that are surprisingly could be good in tests, but they're not necessarily good in reading and writing specifically. So definitely that would be in even their own language, Alexander. So you mean in terms of disabilities they might have? Okay, great. I understand that. So definitely, and we're not talking about, of course, online setting, right? Online education, rather in a physical setting. In this regard, UDI, Universal Design of Instruction, I would suggest to be more addressing with UDL, because it's actually based on UDL, but it's a bit more expanded and more adapted to higher education. But if we talk about students who can't even write and have some cognitive disabilities, right, autism, any other also specific diverse needs, unique needs, unique requirements. There, of course, more of the physical activities would be involved, and both either UDL, Universal Design of Learning, and at more advanced stage, again, depending on the age and previous educational and overall development or progress of that student. So to start with, definitely universal design of learning would be the basic framework to start with. That's okay, Alexander. My English is also not that good. Thank you very much. Now, maintenant, on est rendu à la deuxième. Thank you very much, Adrian. We will now go to the second presentation. Yes, thank you everyone for your questions and for your patience. Thank you, Kawan, for your guidance. Donc, on passe maintenant à la deuxième présentation avec Madame Sylvaine Hirsch. Sylvaine Hirsch est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s'intéresse à la prise en compte de la diversité religieuse à l'école en abordant notamment les défis identifiés dans les pratiques enseignantes, notamment dans le traitement des thèmes sensibles en classe. Elle a publié plusieurs articles scientifiques et professionnels sur ces questions et a élaboré des outils de soutien pédagogique basés sur ses résultats de recherche. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Hirsch. Merci. Est-ce qu'on m'entend correctement avec le volume? Oui, ça va. Ça va bien comme ça? C'est bon. Super. Donc, moi, je vais vous présenter en fait un peu le travail qu'on a fait dans les dernières années avec ma collègue Sabrina Moisin de l'Université de Sherbrooke pour élaborer justement un outil pédagogique. Nous, on a travaillé sur l'enseignement sur le génocide, mais l'objectif, effectivement, c'est de développer une démarche plus large aussi, qui ne va pas être juste sur ce sujet-là, bien que finalement, ces sujets
prend des ampleurs importantes, puis on n'a toujours pas terminé par à l'élaborer. Donc, mon plan, si vous voulez, c'est en fait de vous montrer très rapidement c'est quoi les guides. Je sais que ce sera beaucoup trop rapide et vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter de toute la richesse de ces guides. Il y a d'autres formations qu'on donne sur les guides, mais puisque ici, en fait, la question c'était vraiment sur la démarche d'élaboration d'un outil pédagogique, je vais davantage m'intéresser à cet aspect. Donc, évidemment, ça ne bouge pas. Et ça bouge. Voilà, donc le titre de notre guide, c'est Étudier les génocides, donc un guide pédagogique pour les enseignants. Et il a un objectif très clair, en fait, j'ai mis des objectifs, mais en fait, je l'ai ramassé tout ça en disant que ce qu'on veut, en fait, c'est permettre aux enseignants d'aborder des thèmes sensibles. En fait, un thème sensible, dans ce cas-là, qui est les génocides, mais autour de ce thème qui est le génocide. Il y a évidemment la question, et vous allez voir, du racisme, de la décolonisation des pensées, etc. Donc, vous allez voir que le fait que c'est un thème sensible, justement, et c'est ça que je voudrais vous montrer rapidement, explique en fait notre approche à bien des égards. On considère qu'un thème sensible est composé, si vous voulez, il répond ou il présente 4 dimensions différentes. La première dimension, c'est il a un potentiel subversif dans une classe, dans une école, ce qui est presque comme dire explosif, parce que justement, il touche des valeurs et des représentations sociales des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, de la société en général. Donc, en fait, quand on arrive avec un thème de ce genre, on est déjà dans un contexte où c'est pas si évident que ça, la question de la transmission des savoirs. Or, par exemple, dans l'exemple de l'enseignement sur le génocide, évidemment, il y a un aspect historique à enseigner, à apprendre, mais il touche très facilement ou très rapidement les aspects des valeurs. Et quand on parle d'approche décoloniale ou antiraciste, évidemment qu'on parle des questions des valeurs et des représentations sociales, de comment on voit la société dans le passé et comment on voit notre rôle dans la société aujourd'hui. Deuxième dimension des thèmes sensibles, c'est que dans un contexte pluriel, puis pluriel pas forcément seulement dans les aspects de la diversité ethnoculturelle, religieuse, linguistique, sur lesquels je travaille souvent, comme ça a été mentionné. Mais de façon générale, on est dans une société plurielle où des idéologies politiques, des situations socio-économiques, des origines diverses cohabitent et se retrouvent évidemment aussi dans une classe. Et à ce moment-là, quand on amène des sujets qui sont plus sujets qui touchent nos valeurs, nos représentations sociales, on est dans un contexte pluriel et donc c'est très difficile d'arriver à un consensus dans la classe. Ensuite, ce sont des thèmes très politiques. Puis encore une fois, aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont, vous m'écoutez aujourd'hui dans un contexte très spécifique où on parle des approches décoloniales et antiracistes. Évidemment qu'on est dans un contexte politique, vous allez me dire, c'est pas toujours évident pour tout le monde qu'on est dans un contexte politique lorsqu'on parle des génocides, parce qu'on se dit, ben, tiens, c'est un enseignement historique, mais évidemment que je vais vous montrer d'ailleurs l'exemple des génocides des premiers peuples, un sujet évidemment très politique au Québec, mais pas politique dans le sens partisan du terme. C'est politique dans le sens où on va aborder des enjeux du vivre ensemble dans la société. Comment en fait on conçoit notre société et notre rôle dans la société. Quatrième et dernière dimension donc des thèmes sensibles, ce sont toujours des enjeux de savoir et d'éthique qui sont très complexes. Pour dire rapidement, on dit souvent qu'on ne peut pas répondre par un oui et par un non à la question. On est obligé d'aller explorer différents aspects, différentes dimensions de la question, différentes perspectives sur ces différents enjeux et donc énormément de complexité qu'on doit amener dans la classe du secondaire déjà, du cégep, peu importe où est-ce qu'on étudie ces thèmes sensibles. Donc ça, c'est notre objectif général et pour cela, on a développé une démarche pédagogique, un guide qui vise donc à amener les élèves d'abord à comprendre le génocide, à se soucier
du génocide. Donc, on comprend dans la tête, on se soucie, on développe une certaine empathie, on développe notre responsabilité ou notre réflexion sur notre responsabilité sociale et ce qui va nous amener éventuellement à agir ou à développer une pensée sur notre agir possible. On s'inspire ici dans tout ce qui est l'éducation aux droits humains. Cette approche qui est très importante dans nos inspirations. Vraiment très, très rapidement, hein, je m'excuse, mais le temps, je vais donner la place aussi à la discussion. Donc, on a là-dedans 3 parcours pédagogiques. Je vais vous montrer ça. 3 parcours pédagogiques. 2 sont déjà mis en graphisme, comme vous voyez. Donc, il y a des études des cas, spécifiquement donc, des 9 génocides qui sont présentés dans une structure commune. Il y a l'autre parcours qui est le racisme, prévention et justice. On va aller explorer davantage, pas juste la compréhension historique du processus historique, mais aussi justement les enjeux éthiques liés à ces événements. Et on va avoir un troisième parcours bientôt sur la fiction historique, mais en fait des œuvres de fiction et non pas des œuvres biographiques ou de ce genre. Il va y avoir 9 études, il y a 9 études des cas, pas tous encore dans la dernière mise en page graphique, mais donc vous voyez, il y a l'Holocauste, le génocide arménien, les génocides des Tutsis au Rwanda, les génocides des premiers peuples au Canada, évidemment ça ne bouge pas, les génocides bosniaques, les génocides cambodgiens, l'Holodomor, qui est le génocide ukrainien, les génocides des Herero et les génocides des Roms et des Sinti. Ensuite, on aborde tout ça, comme j'ai dit, dans une approche antiraciste. Pour cela, ça veut dire en fait qu'est-ce qu'on veut faire comme une approche en général, c'est de faire comprendre aux élèves la place que le racisme prend dans la place que le racisme prend dans les phénomènes du génocide, en fait, qui explique ces phénomènes. Donc là, on aborde c'est quoi le racisme en fait, donc les différentes définitions du racisme, comment le racisme se manifeste dans la société, donc différents exemples, l'expression du racisme dans le discours, donc pour amener les élèves à comprendre le phénomène du racisme, pas seulement dans le génocide, on va explorer ça, mais et l'apprentissage du racisme ou de c'est quoi le racisme, donc d'une approche antiraciste, sera plus que juste ah oui, il y a un lien entre le racisme et le génocide. Donc, je passe par ici. Donc, ça, c'est la fiche qui présente le racisme. Et donc, évidemment, comme j'ai dit, tout cela dans 9 études de cas qui suivent un modèle toujours le même. Là, je vous présente les génocides des premiers peuples au Canada. Évidemment, aujourd'hui, on parle d'une approche décoloniale. Ça vous permettra de bien comprendre les sensibilités qu'on a eues par rapport à ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est situer les génocides sur une carte, sur une ligne de temps, et en faisant ressortir les faits saillants pour que l'élève soit tout à fait au courant de l'ensemble des phénomènes qu'il va étudier. Ensuite, on va aller avec une rencontre. Et ça, c'est extrêmement important dans toute approche décoloniale, justement. Une approche qui va rappeler, en fait, on n'est pas les seuls détenteurs des savoirs. Il y a le savoir historique qu'on va présenter aux élèves, mais on va faire parler tous les acteurs les plus possible. Donc, on ne va pas juste faire parler les survivants ou les victimes, des fois, des témoignages qui restent dans les livres, mais aussi d'autres des témoins, même des fois les génocidaires eux-mêmes. On va pouvoir voir des extraits des témoignages de l'événement. On va actualiser, ça c'est vraiment important aussi dans une approche comme la nôtre, pas juste rester dans l'histoire, mais problématiser la question de l'histoire pour qu'on en parle aujourd'hui, pour qu'on soit capable de faire sens à cette idée. Donc, vous voyez, par exemple, dans les cas des génocides des premiers peuples, c'est extrêmement important. Là, c'est le lexique, mais ça vous permet de voir très facilement qu'on aborde des enjeux sur est-ce que c'est un génocide ou un génocide culturel? Est-ce que c'est sans qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'autochtones ou quand on parle des pensionnats autochtones? Donc, préciser les termes, rappeler l'importance de chaque sujet. On va
Je m'excuse, Madame Hirsch. Est-ce qu'on est supposé voir le prési maintenant ou ça va venir plus tard? Ok, vous ne voyez pas le prédit pendant tout ce temps-là. Ok, je suis vraiment désolée, j'ai mal partagé mon écran. Je vais le faire tout de suite. C'est parce que je ne vois pas vos commentaires. Là, est-ce que vous le voyez? Non, on ne le voit pas. Là? Oui. Ok. Oui. Oh là là. Bon, je suis vraiment désolée. Je vous ai tout montré et vous n'avez rien vu. Vous avez juste vu moi parler. C'est extraordinaire. Là, ça ne bouge pas. Ok. Bon, là, ce que je vais faire, si vous voulez, c'est juste... ah là 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 là. Je vais juste aller un petit peu en arrière pour que vous voyez au moins les guides rapidement. Présenter. Ici. C'est ici. Voilà. Donc, là, vous le voyez. Oui. Oui. Bon. Ouais, c'est bon. Alors là, vous voyez donc, je m'excuse encore une fois, donc là, si vous voyez la carte et la ligne de temps dont je vous ai parlé donc pour les génocides et les faits saillants en bas, vous voyez, Opa, ça allait trop loin. Vous voyez ensuite, je recommence. Voilà, vous voyez ensuite la rencontre, donc toujours place à la rencontre, donc avec un extrait de témoignage ou une vidéo. Éventuellement, on propose sur notre site des vidéos supplémentaires au guide, mais dans les guides, il y aura toujours des extraits de témoignages de ce genre. Ensuite, actualiser, comme je vous ai dit, à la problématisation avec donc les modes lexiques, comme je vous ai expliqué. Donc, là, j'ai tout dit, mais vous allez voir ça, comment ça apparaît. Ensuite, mettre en contexte. Donc, le contexte historique qui est extrêmement important, notamment dans une approche décoloniale antiraciste, parce que en fait, l'enjeu en fait de comprendre, de dégager ou de décerner en fait les aspects racistes qu'il y a eu dans un génocide, il faut le mettre dans le contexte historique. Comment c'était dit, comment ça a été, comment l'idéologie raciste a amené à cet événement, à ces événements, hein, parce qu'on en a 9 cas. Et ensuite, on propose une grille du processus génocidaire qu'on a adapté à partir de la grille de Stanton, qui était une grille de 10 étapes. Nous, on a simplifié, je dis simplifié, mais en même temps, on a adapté ça au contexte plus scolaire. Stanton était un anthropologue juriste, il est, pardon, mais il est, mais nous, on voulait adapter ça comme un outil d'apprentissage pour mieux comprendre les processus génocidaires à travers lesquels on va identifier les étapes. Alors, ce n'est pas forcément des étapes dans le temps, mais des étapes qui sont comme sur une spirale et ils tournent autour au cours de ces phénomènes-là de génocide. Donc, ça commence par le fait de catégoriser les personnes comme eux, nous, souvent, je simplifie beaucoup ici, déshumaniser quand on considère eux comme pas aussi humains que nous. Polariser, c'est on va accentuer les tensions sociales entre ces eux et nous. Encore, on va le mettre à l'écart. Organiser, on va encore une fois donc les mettre à l'écart. Et à ce moment-là, on va vouloir structurer cette façon de fonctionner avec eux pour arriver à la phase persécuter et mettre à mort, qui, dans les différents génocides que nous présentons. Et vous voyez ici l'œuvre de Kent Monkman qui s'appelle The Scoop, un artiste canadien autochtone, ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'il présente avec des œuvres de la peinture, donc ces événements historiques extrêmement lourds d'essence, mais des faits historiques aussi. Et donc là, encore une fois, c'est une autre façon, en fait, de
de faire appel à une autre façon de présenter l'événement en question, pas juste de façon cérébrale, qu'est-ce qu'on a appris, mais qu'est-ce que donc souvent les survivants vont apprendre ou vont vouloir transmettre aux générations suivantes. Dernière étape du génocide, donc nier. Tous les génocides se terminent par le fait qu'on nie que c'était un génocide. Et il y a après aussi des enjeux, en tout cas, nous, on veut inviter les élèves à réfléchir aux enjeux contemporains. Encore une fois, dans une approche justement d'éducation antiraciste et décoloniale, ça nous semble extrêmement important de prendre acte de l'importance de la justice à l'égard de ceux qui ont vécu, ou les survivants, ou les descendants des survivants des génocides, et donc qui vivent encore avec les effets de, de ces événements. Donc, on va aussi donner des exemples de plus actuels, des exemples de recours judiciaires, si ce sont, puisque ce sont souvent des cas quand même loin dans l'histoire. Tout cela, donc, c'était important de comprendre à quoi ça ressemble les guides pour que je vous dise en fait comment on a travaillé là-dessus. Donc, j'ai glissé quelques mots là-dessus en vous précisant, bon, ben ça c'est génial, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez les messages qui apparaissent là ou ça va? Non, c'est bon. Donc, ce qui est important vraiment à prendre en compte, c'est que pour arriver à faire place à toutes ces sensibilités-là, le processus a été très long. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, beaucoup des allers-retours, d'adaptation au fur et à mesure de ce qu'on a pensé faire. Finalement, hop, ça ne bouge pas. Voilà. On a commencé par une recherche, une partie de recherche-rédaction, où en fait on a développé en fait d'abord notre grille première d'analyse en fait, puis qu'est-ce qu'on voudrait aborder, etc. On est 2 professeurs, une coordinatrice, 5 assistantes de recherche et un graphiste. Je pense que c'est important de le dire parce que pour comprendre les efforts qu'un tel processus prend, voilà, c'est plus gros comme ça, les efforts qu'un tel processus doit prendre. On a passé par une validation scientifique. Chaque étude de cas qu'on a préparée, comme l'étude de cas que je viens de vous présenter, a été présentée à des experts en contenu, des experts en histoire de ce contexte, mais aussi des experts sur l'enseignement sur le génocide à MIGS, Montreal Institute of Genocide Studies. Donc, on a eu leur soutien. Et après aussi, on a envoyé, oh, bon, chaque fois j'oublie que j'ai fait ça, on a envoyé aux membres des communautés qui, eux, ont refait une lecture de ces textes. Cette fois-ci, évidemment, pas forcément on savait que c'était ce qu'on disait était vrai historiquement, mais la sensibilité aux termes utilisés, aux stéréotypes véhiculés, à la reconnaissance et à la négation des génocides qui les concernent était beaucoup plus grande et s'est manifesté différemment. Des fois, des termes qui pour nous semblaient être historiquement corrects parce que c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, mais pour eux étaient extrêmement difficiles à lire. Et donc, on a dû, on était content d'ailleurs de pouvoir réfléchir à nouveau avec eux sur comment mieux présenter ça tout en respectant leur sensibilité. Ensuite, on a envoyé ça à la validation avec des enseignants en histoire et en éthique. On a fait d'abord une journée d'études, on a fait des essais en classe, on a suivi avec des journaux de bord des enseignants qui nous ont fait un suivi au fur et à mesure. Donc, pour voir comment les élèves les reçoivent, c'est quoi les défis que les enseignants rencontrent, quelles sont les questions que les élèves posent aux enseignants. Et évidemment, on a fait un retour avec tous les participants dans une journée d'études de réflexion. À nouveau, on a présenté cette fois-ci tout l'outil aux communautés concernées pour non seulement travailler avec chacune des communautés, mais les amener à réfléchir ensemble sur l'outil et d'avoir cette réflexion commune autour du fait que leur génocide, leur histoire s'est représentée dans cet outil, puis comment on reçoit ça à ce moment-là. Et dernier élément, on est rendu là, ça fait 4 mois, 5 mois qu'on travaille là-dessus, mais on est dans la version finale. On a une grande partie, tous les documents que je vous ai montrés sont déjà dans leur version finale, mais pas tout est déjà terminé.
Ce sera présenté sur un site internet qui va être accessible et disponible pour tous les enseignants partout, en français et en anglais. Pas encore traduit, mais c'est en voie d'être traduit en anglais. Et donc, chacun va pouvoir y accéder. Puis, on développe aussi des cours, justement, universitaires de deuxième cycle dans le cadre de ce qu'on appelle les campus numériques pour permettre à tout le monde, à tous ceux qui voudraient, non seulement de comprendre l'outil, mais aussi de comprendre l'élaboration, justement, d'une telle démarche, toutes les choses qui ont donc des réflexions à la fois pratiques, à la fois plus épistémologiques, théoriques, autour de l'approche décoloniale qu'on a mis sur place. Et donc, pour conclure, on- c'est extrêmement important pour nous à chaque fois d'insister sur le fait que pour aborder la complexité, il faut passer par une démarche qui est interdisciplinaire et donc qui dépasse les limites aussi de l'université. Ce n'est pas seulement nous, dans la recherche, on ne peut pas juste travailler sur quelque chose et les proposer aujourd'hui, justement, et c'est ça pour nous la richesse d'une approche telle que celle qu'on a développée, travailler avec les milieux, avec des communautés qui ont des choses à partager à leur façon, puis de partir des choses qu'on a en fait, d'un intérêt commun pour, pour amener une réflexion plus approfondie et plus adéquate lorsqu'on veut aborder des thèmes aussi sensibles pour les uns et pour les autres, dont la reconnaissance chacun de ses, de ce qu'il doit savoir et ce qu'il doit assumer comme responsabilité dans ces situations. Je m'excuse vraiment pour le prédit au départ, mais je pense qu'on a pu voir les images les plus importantes du guide. Alors voilà, je suis ouverte à vos questions. Je vais changer de caméra. Donc, comme pour la première présentation, vous pouvez utiliser directement le microphone pour poser des questions ou présenter des commentaires ou utiliser le clavardage. Je vois qu'on avait aussi des problèmes d'interprétation. C'est dommage. Mais si vous me posez des questions en anglais, je suis capable de répondre même sans l'interprétation. Une question, Sylvain. Dans notre projet, on doit intégrer dans un projet sur lequel je travaille, on doit intégrer les perspectives autochtones. Et je trouve que dans la conception pédagogique, un des gros problèmes, en tout cas un des gros défis, c'est de trouver les sources qu'on peut utiliser comme les images, les droits d'auteur. C'est très, très... pour publier un cours, il faut qu'on trouve des sources authentiques qui ont été approuvées par un expert ou une personne autochtone. Est-ce que toi aussi, tu as ce genre de difficulté à trouver des images et à utiliser des sources de musées ou d'œuvres ou d'artistes, des sources authentiques dans tes conceptions, dans tes cours? Certainement. C'est en fait, je ne sais pas si je dirais que ce sont des difficultés. Je dirais plus que ce sont des, des défis supplémentaires. Ça nécessite du temps et beaucoup d'échanges. Nous avons identifié plusieurs, donc par exemple l'élève de Kent Monkman dont je vous ai parlé. On a contacté Kent Monkman, on a demandé la permission. On a plusieurs artistes comme ça, dans chacune, en fait, dans chacun des cas présentés, on est allé chercher des artistes justement qui vont proposer qui ont des œuvres qui nous semblaient parlantes. Et donc, effectivement, ce sont des démarches supplémentaires qu'il faut faire, donc un défi plus grand. Je ne sais pas si c'est
un problème dans le sens où on a eu énormément, toujours des réactions très positives. On a toujours reçu les droits très facilement. Une fois qu'on a contacté les gens, ils étaient tous ravis de partager leurs œuvres de cette façon pour un guide pédagogique en plus. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en considération et aussi à donner toute l'importance à ça. Donc, parfois, ça peut valoir, ça veut dire qu'il faut payer les droits, évidemment, et c'est pas juste des images accessibles. Et parfois, ça veut dire qu'il faut aller chercher les images, donc c'est beaucoup de temps et de travail. Mais je pense que c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir travailler dans une approche décoloniale sans redonner la place aux perspectives multiples autour d'un événement ou peu importe ce qu'on étudie. Euh, et pour apprendre cet événement-là, pour faire place à ces perspectives multiples, il faut être patient, aller à la recherche. Où est-ce qu'on les trouve? Dans les livres, dans les romans, dans les films. Donc, ça ne va pas forcément être aussi les ressources qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on peut trouver aussi facilement à la bibliothèque de l'université. Donc, mais je vous encourage à continuer, c'est très, très important à le faire. Je vois comme question, est-ce que vous pouvez être informé lorsque vous déposerez la version finale? Certainement. Vous pouvez m'envoyer vos noms et en fait, je pourrais vous envoyer un courriel à ce moment-là. Il y a aussi Judith Gagné qui a levé la main. Alors, Mme Gagné, allez-y. Oui, bonjour. Premièrement, je vous félicite pour ce projet que je trouve absolument extraordinaire. Ça m'a rappelé, quand j'étais à l'école secondaire, bon, ça fait quand même plusieurs années, mais je me souviens d'avoir entendu complètement par hasard parler de la Shoah. Et puis, j'avais peut-être 16-17 ans et à l'école secondaire, on m'en avait jamais parlé. C'est mon père qui m'a raconté l'histoire de la Shoah, mais à l'école secondaire, jamais ça fait partie du programme ou tout ça. Puis je me souviens, il y a plusieurs années, au moment où c'était le 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, il y avait eu un Vox Pop. Donc, je crois que c'était Radio-Canada qui interviewait des gens qui étaient au cégep, même des gens qui étaient à l'université, qui n'avaient jamais entendu parler de la Shoah. Je trouvais que c'était un drame. Et cette idée que vous avez non seulement de fournir des connaissances, mais des connaissances qui font partie d'un processus. Je trouve ça absolument génial. J'aimerais ça savoir quelle est la réaction des professeurs et des élèves par rapport à cette démarche-là. Alors, c'est une grosse question. Les enseignants, en fait, je recommence ma phrase. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas encore beaucoup ce que disent les élèves, sauf dans les cas où on a suivi l'année dernière. En fait, on a fait donc notre validation avec les enseignants parce que ce n'est pas encore rendu entièrement chez les élèves. Donc, on a quelques cas. Les enseignants, on les rencontre déjà plus en formation. Donc, pour les réactions, en fait, ce qui est extraordinaire, et je suis assez fière de ça, c'est que le plus souvent, ce qu'ont rapporté les enseignants, c'est qu'il n'y a pas eu tant de réactions difficiles chez les élèves. En fait, ils nous ont dit que ça a comme désensibilisé le sujet, alors qu'on amène le sujet de façon très complexe avec des choses qui touchent. Donc, il y a la Shoah, mais il y a évidemment tous les autres génocides. Il y a les génocides des premiers peuples qui concernent beaucoup les élèves au Canada, évidemment. Ils sont capables d'aborder la question de la façon qu'on propose, c'est-à-dire réfléchir à l'aide de tous ces outils-là sur ce que ça veut dire. Donc, dans la classe, ça se passe très bien. Les enseignants nous disent en fait que c'est super, ceux avec qui on a parlé pour l'instant, qui sont super motivés et inspirés à le faire, mais ils sont un peu des fois inquiets parce que ça a l'air très complexe. Et donc, quand ils se lancent dans la question, dans la pratique, effectivement,
on a des réactions super positives pour l'instant. Je vous dirais qu'un de nos espoirs, en tout cas dans notre démarche complète, dès que ce sera disponible sur le site, probablement d'ailleurs vers le mois d'avril, dans un mois à peu près, un mois et demi, ce qu'on veut, c'est avoir une place, genre un forum, une place pour discuter de ça, justement, recueillir les réactions des enseignants, des élèves, des parents d'élèves et continuer la réflexion sur comment on peut encore mieux amener les sujets par la suite ou amener des ajouts. Parce qu'effectivement, c'est pas un sujet qui arrête d'être sensible, même si on réussit à l'aborder de façon insensible. Et la dernière chose, si vous me permettez, juste pour dire par rapport à votre commentaire sur le fait que les gens ne sont pas au courant, je pense que ce qui est fou aujourd'hui et ce que je trouve extraordinaire, mais je le dis parce qu'on parle d'une approche décoloniale ici aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît une responsabilité intéressante quand même, mais énorme à l'école. Et les enseignants, quand même, je les trouve très motivés à prendre cette responsabilité-là, à prendre ce rôle-là et de dire on veut bien le faire. Mais c'est sûr que des fois, ils sont dans un défi qui quand même est énorme dans les cadres dans lesquels on vit. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'ils font quand même un travail remarquable. Merci beaucoup. Pendant que peut-être que des personnes préparent leurs commentaires, moi, je me demandais, est-ce que les outils sont adaptés à tous les niveaux d'enseignement ou ça vise surtout un niveau d'apprentissage en particulier? Alors, on a plutôt favorisé, en fait, nous, dans notre image, c'est quatrième, cinquième secondaire. Seulement parce que nous, au départ, on a commencé à travailler dans une approche interdisciplinaire. Donc, ma collègue Sabrina Moisin, je ne l'ai pas dit au départ, est en didactique de l'histoire et moi, je suis en didactique de l'éthique. Et donc, on a visé 4-5 parce que c'était le moment où ça marchait avec les deux programmes. C'est sûr qu'à secondaire 2, on est invité à parler de l'Holocauste. Donc, à ce moment-là, on peut aussi utiliser l'outil, mais l'adapter probablement parce qu'on va très loin dans notre outil. On n'est pas obligé, les guides, ce qu'il veut, c'est proposer un outil, mais pas imposer une façon de faire. Donc, il invite tous les enseignants, en fait, à agir selon comme ils veulent, en fait, avec les guides pour s'inspirer de ce qu'on fait, mais pour l'adapter à leurs besoins. Donc, ils peuvent le faire. Puis, on a plusieurs collègues, profs de cégep qui nous ont dit que ça marche aussi dans leur contexte. Justement, ils vont aller un peu plus loin que ce que nous, on propose. Donc, c'est un point de départ, mais ça s'adapte bien. Mais je dirais pas, moi, que secondaire 2, c'est le mot plus bas parce que c'est quand même complexe. Donc, mais c'est ça. Merci. Donc, il reste encore du temps. Alors, je vais vous pour poser des questions à des témoins ou partager des commentaires comme on l'a déjà eu. Vous pouvez aussi, je vais vous mettre, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez, mais je ne l'ai pas mis, mais il y a le site, notre site, en fait, ça va être www.education-génocide.ca. C'est simple. Je peux vous le mettre là. Et donc, là, il y a un petit film qui dit que ça va venir, mais vous pouvez, comme ça. Mais le site sera disponible prochainement.
Pour les personnes, là, je vois qu'il y avait un problème avec l'anglais, mais éventuellement, si vous pouvez aller voir, il y a un film aussi, les petits films en anglais, si jamais ça vous intéresse. L'interprétation va être fournie à tous les participants Ok, par c'est bon. enregistrement, là, il n'y aura pas de problème. Super. Alors, Madame Gagné, je vous laisse la parole. Ben oui, moi, je vais continuer parce que ça m'intéresse beaucoup. En fait, vous avez évoqué l'idée de l'approche de la complexité par l'interdisciplinarité. On peut voir Edgar Morin derrière ça, parce que Tout à fait. j'aimerais, oui, mais j'aimerais savoir comment vous avez, comment c'est venu cette idée-là d'approcher ces thèmes particulièrement par une approche de ce genre. Alors c'est intéressant que vous mentionnez Edgar Morin. Quand je donne mon cours sur l'interdisciplinarité, c'est mon premier cours. Je donne le texte d'Edgar Morin sur la complexité. Donc, vous m'avez reconnu. Mais en fait, pour tout vous dire en toute honnêteté, en fait, on a commencé à travailler avec Sabrina Moisin sur cette question il y a 10 ans, peut-être même un peu plus. Puis en fait, elle est en histoire et moi, je suis en éthique et en sociologie. Alors, par le fait même, on s'est rendu compte très vite, chacune de nous, on a travaillé sur ce sujet elle a travaillé à l'époque au musée de l'Holocauste à Montréal avant de devenir didacticienne d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Et moi, j'étais chercheuse postdoctorale en sociologie de l'éducation. On avait un projet en commun. Puis, en fait, par le fait même de voir comment on aborde les questions différemment. Donc, moi, je suis venue avec des outils de la sociologie en éducation, puis elle, la didactique de l'histoire, puis on a amené la didactique de l'éthique. En fait, on se rend très vite compte de la richesse que chaque approche amène et qu'on ne peut pas faire l'économie de ces approches-là. C'est-à-dire que pour aborder ces questions en éthique, toute question liée à une approche antiraciste, par exemple, on ne peut pas aborder ça en histoire, en éthique, sans faire un petit retour historique sur c'est quoi le phénomène du racisme, comment il se présente dans l'histoire de la société jusque la société contemporaine. Comment, et justement, dans les génocides, c'est vraiment très, très fort. Mais de la même manière, quelqu'un qui fait un enseignement d'histoire seulement de l'approche très historique, où en fait, il va juste comprendre le déroulement de l'histoire sans s'arrêter à comprendre c'est quoi les enjeux éthiques et moraux qui vont toucher toutes les personnes concernées, hein, les victimes ou les survivants, les bourreaux, les témoins, ceux qui essaient de prévenir le génocide, la résistance. C'est tellement complexe et qu'on se rend très vite compte en fait qu'on est, on est trop limité dans notre perspective et qu'on doit absolument aller plus loin. Donc compléter les différentes dimensions pour avoir un regard plus complexe. Et en fait, une des choses qu'on voit aussi dans nos recherches, donc les recherches qu'on a faites il y a donc 12 ans, c'était sur comment en fait les enseignants accompagnent leurs élèves quand ils vont au musée de l'Holocauste, parce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils sont très mal à l'aise justement par ce manque de complexité, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas réussi à... Donc, ils veulent faire beaucoup de choses, ils ont des intentions pédagogiques énormes, mais il leur manque d'outils en fait qui vont leur permettre de faire ça. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à comment en fait on peut soutenir les enseignants dans ces démarches. Donc, oui, merci beaucoup, bravo, oui, oui. Merci, merci. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'à demi. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est très correct. Vous savez comment... vous pouvez me trouver oui, facilement. Donc, si vous avez d'autres questions. Alors, en effet, on arrive vers la fin. S'il y a encore quelques minutes, si vous avez des questions qui se forment. Mais moi, je vais profiter des minutes qui restent pour remercier chaleureusement Mme Shélibikova et Hirsch pour votre participation. Je rappelle que l'enregistrement de l'atelier va être disponible dans quelques heures à peu près, là, c'est plus ou moins.
Et on va également avoir l'interprétation, l'enregistrement de l'interprétation va également être joint à l'envoi. Je vous remercie tous et toutes de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée et soyez attentifs. On va commencer à vous présenter des informations pour le prochain atelier qui devrait arriver dans quelques semaines ou quelques mois. Merci pour l'invitation.